Faut avoir de l'ego ou pas? Alors, je ne pense pas. Des traits de personnalité différents que j'ai toujours admiré chez certains CEO. Le côté visionnaire, capacité à se projeter à 5 ans et à imaginer des choses vraiment différentes. Et la capacité à partager cette vision. L'intelligence, elle est dans la relation interpersonnelle. Il y a des vraies valeurs. Le travail, c'est une vraie valeur. L'honnêteté, c'est une vraie valeur. Ça commence par dire, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Pour toi, c'est un truc positif si on me dit ça en entretien? C'est ça qui pousse à faire progresser l'entreprise. J'ai toujours essayé de ne pas travailler le week-end, mais en fait, je travaille tous les week-ends. Je savais que t'allais dire ça. Tu travailles pas le week-end, mais ton cerveau travaille en fait. Exactement. Quand je tourne ma pelouse, il y a des convictions qui se forgent, il y a des idées qui naissent. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on déménage, on est dans des grands bureaux. Bon, même là, c'est pas un grand bureau, mais on est chez des très grands bureaux. On a un CEO particulier, je ne sais pas s'il est CEO, il va nous dire, mais je préfère vous dire dès maintenant, il gère 183 000 personnes sous lui. Est-ce que c'est humain ça, Laurent? Comme tu l'as dit, je suis pas CEO, hein. Le CEO de la banque, c'est Jean-Laurent Bonnafé. Donc, je suis COO, hein. Donc responsable des operations. Des operations. Pour bien comprendre, dans une banque comme BNP Paribas, qui fait plein de choses dans plein de pays, qui a plein de métiers différents, c'est une responsabilité globale, transverse, sur ce qui ne se voit pas. Donc tout ce qui n'est pas en relation avec le client. T'es l'homme de l'ombre? Backstage. T'es le Robin de Batman? Je sais pas s'il valide ton CEO, mais bon. Bon, ravi d'être avec Laurent David, qui ne s'est pas présenté car j'ai fait une intro bizarre. Mais Laurent, merci de m'accueillir. Je sais que ta parole est rare et justement, je vais pouvoir bien capitaliser sur cette heure. D'ailleurs, je tiens à le dire, il y a personne autour de nous. Donc tu dois me faire confiance aujourd'hui. Première question toute bête. Comment tu te présentes? Et la deuxième question, pour anticiper d'ores et déjà, j'aimerais savoir ton quotidien et en quoi il est différent de celui d'un CEO. Donc on va parler un petit peu de ton quotidien avant. Très bien. Alors je vais commencer par me présenter. On va pas remonter au stade de l'enfance. Disons que dans les choses qui me façonnent, voilà, moi je suis fondamentalement un homme qui a vécu longtemps loin de Paris. Ok. Hein, donc en province, comme on dit, en région. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mes parents se sont installés à peine mariés à Blois, qui est une petite ville charmante. Et ça a pas mal façonné mon existence, parce que j'ai l'impression que j'ai vécu longtemps avec des gens vrais, loin de la politique, loin de... Voilà, t'as préservé ta naïveté, on dirait. Une forme de naïveté et de conviction que voilà, il y a des vraies valeurs. Le travail, c'est une vraie valeur. L'honnêteté, c'est une vraie valeur. Et ça m'est resté. Bon, ceci étant, j'ai quand même fait des études et ma carrière, elle se déroule en 2 temps. J'ai fait quelques années au service de l'État, parce que ça faisait partie de la suite logique de mes études. Ça, c'est quand tu fais Polytechnique? Voilà. Tu voulais pas le citer? Allez, l'X, pour ceux qui comprendront pas. J'ai fait l'X. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai quitté la ville de Blois pour aller en prépa, je ne savais pas ce qu'était l'X. Donc, et Twitter ne s'appelait pas X encore. Non plus. Bon, Twitter n'existait pas aussi. Et je l'ai appris à la rentrée. Les gens ils disaient j'aimerais faire l'X. Au bout d'un moment, j'ai demandé c'est quoi l'X. On m'a expliqué que c'était l'école où il fallait aller. Bon. Et il se trouve que j'y suis arrivé. Donc, t'as bossé pour l'État, tu disais? Donc voilà, ouais. Donc le ministère des Finances. Je fais plusieurs choses, administration fiscale, ce qui va me rendre sympathique, cabinet du ministre à l'époque, et puis ensuite... C'était quel ministre? C'était Laurent Fabius et Florence Parly. Ok. Donc on était entre 2000 et 2002. Et puis en 2002, il y a eu des élections, tout a changé, et à ce moment-là, voilà, moi je voulais rentrer dans une entreprise plutôt de service financier, plutôt pour faire du commerce. Ok, donc business quoi, vraiment voilà. Avoir ce contact avec. Alors j'ai fait que la moitié du chemin, parce que je suis rentré donc chez BNP Paribas, donc jusque-là ça cochait bien, dans la partie assurance, mais pour faire du contrôle de gestion et de la direction financière. Pas très client. mais 2 ans et demi plus tard, je suis devenu responsable d'un réseau commercial en France, donc là directeur commercial au sens pur du terme.
Et puis après, je fais plusieurs choses dans le groupe. Une grosse partie de ma carrière est dans le monde du crédit à la consommation. Ok. Donc j'ai dirigé pendant 4 ans notre filiale de crédit à la consommation en Italie. T'as vécu là-bas? J'ai vécu 4 ans à Florence. Si seulement je pouvais te dire, est-ce que tu parles italien en italien, mais ça ne marche pas pour moi. Mais tu parles italien? Si. Si. Je ne vérifierai pas, mais ok. Et je ne l'ai pas perdu, j'ai cette chance. Trop cool. Et puis ensuite, j'ai dirigé nos activités de crédit à la consommation worldwide, jusqu'à ce poste aujourd'hui où donc j'ai une responsabilité qui est moins orientée vers le client, qui est beaucoup plus transverse et qui vise à faire monter la performance opérationnelle de la banque et réussir les grands investissements dont on a besoin pour le futur. Ça fait combien de temps que tu es COO du coup de BNP? Ça fait maintenant Paribas. 3 ans et demi. 5 ans d'assurance, 12 ans de crédit à la consommation, bientôt 4 ans dans ce poste-là. Ça fait donc maintenant 22 ans presque. J'ai différentes questions là-dessus, juste avant que tu m'expliques vraiment ton quotidien aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre cette ampleur et du coup être directeur, parfois gérer des équipes, et aujourd'hui être même en amont ou en haut, comment dire, chapeauter les opérations, si tu n'as pas mis les mains dans le cambouis avant? Est-ce que tu peux comprendre leur quotidien si tu ne l'as pas eu avant? Le vivre, aller à la rencontre du quotidien, ça a toujours fait partie des choses que je cherche à faire. Quand j'étais en Italie, par exemple, je trouvais que l'encadrement supérieur était un peu loin du terrain. Voilà. Okay. Et donc on avait 30 ou 40 cadres supérieurs, et j'avais imposé que chacun passe au moins une journée par an assis à côté des opérateurs. Juste observer, quoi. Et qu'il fasse son petit rapport d'étonnement. Okay. À la fin sur ce que les opérateurs font et qui est très chouette, sur les sujets sur lesquels l'informatique les aide pas beaucoup et on devrait essayer d'améliorer les choses. Voilà. Et donc et c'était obligatoire, et je crois qu'on avait dit que celui qui le faisait pas, c'était pas bien, et d'ailleurs on allait lui baisser son bonus, comme ça tout le monde le faisait. Donc, je pense que c'est important d'aller à la rencontre des gens, de comprendre le quotidien. C'est toujours très émouvant. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as l'impression que je vais être cash de bosser le midi quand tu parles avec tes collaborateurs, ou est-ce que c'est comme un entrepreneur qui le soir, tu sais, va regarder des news, ça va faire penser à sa start-up ou sa société, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Et il se dit, en fait, c'est de la passion, c'est pas de l'effort. J'aimerais comprendre pour toi. Ah. Alors, oui, on bosse. Oui, on bosse quand on se voit, quand on va passer 1 heure ensemble, voilà, entre 2 coups de fourchette, on travaille. Ok. Ceci étant, ces moments où on n'a pas l'impression de travailler, mais fondamentalement quand même, il y a des idées qui remuent derrière la tête, il y a des convictions qui se forgent. C'est pas à ce moment-là, mais ça va être le week-end. Donc moi, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours essayé de pas travailler le week-end, mais en fait, je travaille tous les week-ends. Je savais que t'allais dire ça, c'est pour ça que t'as réfléchi. Non, tu travailles pas le week-end, mais ton cerveau travaille, en fait. Exactement. Quand je tourne ma pelouse, il y a des convictions qui se forgent, il y a des idées qui naissent. Quand est-ce que t'as les meilleures idées? Tu parles de tourner la pelouse, il y a d'autres activités comme ça? Tu sais, on te dit c'est sous la douche parfois, ou... Non, c'est le jardinage. J'aime bien me balader en forêt. J'aime bien, voilà, c'est ces moments-là. Okay. Un homme nature. Assez, mais ouais. Ça revient aussi à mes origines. Je sais pas si c'est indiscret, mais t'habites à Paris ou? J'habite dans l'ouest aux abords de dans Paris. l'ouest parisien, là où il y a un peu de verdure. Ouais, j'allais dire où t'as une pelouse à tondre, quoi. Oui. On revient à ça, je te retitille dedans. Tu m'as dit que tu as été directeur commercial 2 ans après être arrivé chez BNP. Pourtant, tu voulais être commercial, mais tu l'as pas été. Est-ce que là, c'est plus compliqué de bosser avec des commerciaux alors que tu n'as pas eu leur job avant? Alors, déjà, pourquoi je l'ai pas été dès de prime abord? Parce que je me suis aperçu que quand je quittais Bercy, alors que voilà, Bercy, j'ai été passionné par tout ce que je faisais. Enfin, franchement, je me suis donné à fond. Mais j'étais hyper mauvais pour parler de moi et pour convaincre un recruteur qu'il avait besoin de moi. Il est vraiment hyper mauvais.
parce que je lui parlais de la fonction publique et en fait, ça l'intéressait pas du tout. Voilà. Okay. Et je me suis planté un certain nombre de fois jusque ce qu'un DRH me le dise, en fait. Ils me disent, mais monsieur, vous n'êtes pas du tout, si vous continuez comme ça, vous pouvez faire 50 ans, ça va jamais marcher. Donc tu as passé des entretiens quand même. Ouais, ouais. Okay. Donc sur le coup, ça m'a pas fait plaisir, mais je l'ai remercié quand même parce que ça m'a aidé par la suite. Et donc, j'ai trouvé que rentrer chez BNP Paribas, c'était bien. La porte, c'était celle-ci. Je l'ai prise. Et puis, à la première opportunité, j'ai changé. Alors, bosser avec des commerciaux quand on n'a jamais fait de commerce, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire du commerce. Ok. Parce que j'en avais jamais fait. Et je me disais, j'aimerais quand même voir si j'y arrive. J'avais 30 et quelques, 34, 35 peut-être. C'est un milieu, l'assurance, où l'expérience compte, donc ils avaient tous plutôt 50 ans et plus. Ah, t'étais le plus jeune. Ouais, donc ils m'ont regardé arriver avec... T'avais le syndrome de l'imposteur, toi? Comment? T'avais le syndrome de l'imposteur ou pas? Non, je me suis... Une petite excitation, mais pas forcément négative. Non, pas okay. négative, et je pense qu'on a assez vite trouvé notre terrain d'entente. Et en l'occurrence, quand on arrive quelque part, on apprend quand même beaucoup des gens qui sont sur place. Il y a cette période il y a une période d'absorption, hein, où on est dans le milieu, on observe. On observe, on écoute énormément, et on prend tout ce qu'il y a de bon et on essaye de le faire sien. Et puis les choses qu'on pense qu'il faut améliorer, on arrive à mieux les expliquer. Donc moi, je crois beaucoup finalement à cette capacité et cette obligation d'écoute qui, tant dans les premières périodes que par la suite, est ce qui permet de rester pertinent et de pas donner l'impression qu'on est loin de la balle et qu'on théorise beaucoup, mais qu'on rend les choses peu praticables. Et j'allais dire, en fait, tu sais, dans la création de contenu, il y en a beaucoup qui parlent de soit une approche d'expert, où on va te raconter, t'expliquer quelque chose, soit à l'inverse, une approche d'explorateur, qui je pense est un peu plus la mienne. Je te pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Comment tu peux manager des gens en tant que directeur commercial sans être expert? Tu vois ce que je veux dire? Et j'imagine, tu vas me le dire, mais qu'il faut une forte humilité. Mais même toi, peut-être qu'est-ce que tu as appris à côté de ces commerciaux où tu t'es rendu compte, c'est sûr que j'allais droit dans le mur en entretien parce que je n'avais pas cette fibre? Je te donne trop de pistes. Oui. Alors bon, non, c'est intéressant ce que tu... Pourquoi je voulais rentrer dans les services financiers? À la base, je reviens à ça. Vas-y. En fait, à l'époque, ça peut paraître bizarre maintenant, mais je voulais surtout pas rentrer dans la techno. Ok. Alors, faut se remettre dans le contexte de l'époque. La techno, c'était le début des écrans plats, c'était ces choses-là. Aujourd'hui, des choses qui sont dans le quotidien de partout. Et je me disais, mais moi, je veux pas rentrer là-dedans parce que tu as à peine mis un produit sur le marché que déjà, tu sais qu'il est mort et que la génération d'après, quelques mois plus tard, 6 mois, 12 maximum, le produit va changer, etc. Donc, moi, je me disais, tu as à peine le temps d'expliquer que ton produit est bon que déjà, tu sais que c'est pas le bon. Voilà. Donc, moi, je ressentais le besoin de plus de stabilité. Voilà. Je me disais, les services financiers, quand même, un crédit, c'est un crédit, un contrat d'assurance, c'est un contrat d'assurance. Et ça fait quand même quelques années que c'est comme ça, et encore pour quelques années. Donc, j'avais l'impression que la stabilité était là. Donc, ceci étant, la technicité, cet aspect technique dans les services financiers, j'avais l'impression que c'est quand même plus facile de parler d'assurance vie que de parler d'un moteur d'avion. Voilà. Bon. Ça dépend pour qui. Donc voilà. Après, le savoir-faire d'un commercial, il est pas dans la connaissance du produit, il est dans la façon dont il comprend les aspirations du client et qu'il arrive à expliquer pourquoi le produit va répondre à ses aspirations. Donc il y a toute cette partie écoute des aspirations, où là, en observant, on arrive à le comprendre et puis on arrive un petit peu à le reproduire. T'étais mauvais sur ça, toi? Je me suis amélioré. C'est le principe d'être mauvais, c'est de pouvoir s'améliorer. Mais à l'époque, à 34 ans, là, t'étais je me suis amélioré. Je partais d'assez bas, oui. Et c'est quoi? C'est la force de conviction et être capable de parler, de capter une audience. Donc là, pour moi, c'est quand t'es en mode pitch. Ou est-ce que c'est en amont, essayer de poser des questions qui sont assez ouvertes pour que la personne, sans qu'elle s'en rende compte,
sais, parfois, on vient avec un problème et en fait, en posant 5 questions, on se rend compte que la personne a mal formulé ou identifié le problème. Donc, c'est en amont pour toi ou c'était après la force de conviction? Non, c'est en amont. C'est en amont, ouais. Pour moi, la vraie richesse, mais pas que dans le commerce, dans le management, tout ça, c'est dans la lecture de ce que l'interlocuteur nous dit et dans la compréhension de ce qu'il ne nous dit pas. Enfin, il y a quand même cet aspect un peu... Donc, tu crois pas tout ce qu'on te dit? Un peu... Non. Enfin, moi, j'ai 30 ans pour te dire et je commence à y réfléchir et je me dis une chose, bon, en tant qu'entrepreneur, je me dis, on m'a menti toute ma vie. Ça fait 2 ans que je comprends, en fait, une chose, c'est que les gens, tout le monde joue avec des masques dans des situations. Et toi, tu es en train de me dire qu'au travail, par moment, il y a quelqu'un qui peut mettre un masque pour te dire ça, mais tu es capable de lire sous le masque, ou tu as appris avec le temps. C'est ce sur quoi je pense que j'ai le plus progressé, effectivement, au fil des années. Comment c'est juste de l'observation ou tu l'intellectuel? T'as pas pris de cours, tu t'es entouré de personnes? Non. Qu'est-ce que tu aurais pu avoir qui t'aurait aidé avant tes 34 ans pour être meilleur dans ça? On va pas refaire l'éducation nationale, mais on peut y tendre. Mais je pense que... je sais pas répondre. Je sais pas si ça s'enseigne bien. Ou si c'est inné. Il y a des gens qui doivent l'avoir de façon plus innée que d'autres. Non, le seul conseil que je donnerais, c'est vraiment d'abandonner assez régulièrement ces idées un peu préconçues et d'essayer vraiment d'observer ce que disent les gens. Ça aide énormément parce que les gens ils mentent pas. Pareil. Enfin, ils mentent pas au sens où ils disent que quelque chose est blanc si c'est noir. Mais je pense que leur perception. Mais voilà, quand il y a plusieurs aspects à un problème, ils insistent sur certains, ils passent un peu sous silence d'autres. Parfois, ils expliquent que la responsabilité c'est pas vraiment la leur, c'est plutôt celle de plutôt celle de quelqu'un d'autre. Bon. Tout ça, moi je trouve ça passionnant d'essayer de le lire et puis à un moment. D'exprimer clairement la compréhension qu'on a eue. Parce que je pense qu'il y a une forme d'honnêteté qu'on doit et qui aide énormément à faire avancer les sujets. C'est que quand on arrive à poser un diagnostic qui est bien compris et sur lequel, même si les gens l'ont pas exprimé comme ça parce qu'ils voulaient pas l'exprimer comme ça, ils sont un peu d'accord. Enfin voilà. Donc, à partir du moment où les gens seront d'accord, on peut avancer parce qu'on sait vers où on veut aller. Ça fait partie des conditions nécessaires au changement. On parle de finance, mais en fait, on va parler d'humain. Là, je me rends compte beaucoup. De toute manière, je l'ai dit en amont, là, au tout début, tu gères, ou en tout cas BNP c'est 183 000 collaborateurs, j'aimerais beaucoup en parler juste avant ça, parce qu'on est déjà un peu rentré, et j'adore la conversation qu'on a, mais est-ce que tu peux m'expliquer ton quotidien? Genre vraiment, typiquement, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, à part avoir mangé de la volaille ce midi? Ça, c'est les petits tests qu'on fait en amont, les tests son. Je demande tout le temps ce qu'ils mangent avant. Mais ouais, plus sérieusement, c'est quoi ton job de COO? Et est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, même pour une si grosse entreprise que BNP Paribas, c'est quoi la différence avec un CEO? Parce que même pour des startups où ils sont 3, on a du mal, même les cofondateurs entre eux ont parfois du mal à bien sectionner leur champ de jeu, quoi, leur terrain de jeu. La différence entre un CEO et un quoi que ce soit d'autre, que ce soit un COO, un CFO, un CMO, CTO, CPO. C'est qu'il y en a un qui est le chef. Voilà. Et ça, il faut. Okay. Et ça, là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a le dernier mot? Ça veut dire que quand il y a des arbitrages à rendre, c'est lui qui les rend. Ça sert à rien d'essayer de faire à sa place. Donc ça, c'est quand il y a des désaccords qui arrivent à s'exprimer ou des orientations dont tout le monde est un petit peu à la recherche. Donc on peut proposer des choses, mais à la fin, il faut être. Je crois que dans une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, il faut être un peu légitimiste. C'est-à-dire que voilà, c'est le chef qui décide. Si malheureusement, quand on est français, on a l'impression qu'on n'aime pas les chefs. Non, c'est pas qu'on n'aime pas les chefs, mais que parfois ils ont sans doute pris des mauvaises décisions, que la bonne décision c'était plutôt celle qu'on proposait soi-même. C'était parce qu'on est quelque part, on est toujours
on rêve tous d'être plus intelligent que le chef. Enfin voilà, moi j'aime pas beaucoup ce trait de culture-là. Je trouve qu'il fait pas avancer. Et donc voilà, la différence, Donc lui, il prend les décisions. elle est importante. Et donc ça veut dire que derrière, en termes de niveau de responsabilité, c'est très différent. Raconte tes responsabilités à toi, du coup. Donc mes responsabilités à moi dans le cadre qui est fixé, c'est, je dirais, des responsabilités propres qui sont sur des sujets qui sont sous mon autorité directe, de faire en sorte que tout fonctionne. C'est des choses aussi basiques que de faire en sorte que tous nos salariés soient logés dans des bureaux qui fonctionnent, où il y a de la lumière le matin, du chauffage l'hiver. Je valide. On ne fait pas encore jouer sur la pluie, mais bon. Les conditions de sécurité sont requises, les prises marches, l'informatique fonctionne. Voilà. C'est de faire en sorte que l'informatique, puisque c'est clé dans une banque, il n'y a pas d'autre... À part l'informatique elle-même, il n'y a pas d'autres secteurs d'activité où on fait autant d'informatique que dans la banque. Okay. Donc, il faut que l'informatique elle fonctionne, voilà, qu'il n'y ait pas de bug, que ça marche 24 heures sur 24. Tu fais de la, je vais dire de la maintenance. Je ne sais pas si c'est du tout péjoratif, mais c'est vraiment se dire que t'es tout le temps en train d'anticiper des risques, de bugs, de problèmes au bon dénouement des opérations, en gros. On passe énormément de temps à ça. Okay. La gestion des risques potentiels, pour employer le vocabulaire du milieu, c'est fondamental. Mais comment tu et ça bouge tout le temps. Mais non, mais moi je fais pas ça tout seul. J'ai un excellent CIO qui s'appuie sur d'excellents responsables dans toute la filière informatique. L'informatique, c'est à peu près un quart du budget de la banque. Ok. Voilà, donc heureusement qu'ils ne comptent pas sur moi pour m'occuper. Pas que sur toi. Voilà. Donc j'ai un excellent CIO qui s'appuie sur d'excellentes équipes. Mais pour répondre à la question, oui, la gestion et ça bouge tout le temps. Enfin, et c'est ça que tu adores en fait, au final, parce que regarde... ça c'est les responsabilités propres. Quelque part, voilà, si ça marche pas, on peut me dire, ça marche pas, c'est mal. Et il est forcé de constater que les gens qui diraient ça auraient raison. La deuxième grande dimension, c'est d'essayer de mener ce qu'on appelle des projets transverses. Voilà. Donc, c'est des grands projets qui vont mobiliser toute la banque, c'est-à-dire tous les métiers, toutes les plaques géographiques, et qui vont nous permettre d'être plus performants dans la durée. Parce que on croit que la banque, c'est quelque chose qui est assez stable. En fait, ça bouge énormément. Si on réfléchit un instant à ce qu'était la banque il y a 10 ans, ce qu'elle était il y a 5 ans et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est juste pas du tout pareil. Je t'embête, mais tout à l'heure, tu as dit que tu voulais pas faire de la tech au début de ta carrière. Mais en fait, je suis force de constater que tu es dedans à fond, quoi. Absolument. Et ça va Et ça, oui, ça va parce que je trouve que dans tous ces changements qui s'opèrent, c'est pas qui s'opèrent, c'est qu'on opère. Il y a quand même un cap. Ok. Il y a un cap, il y a une ligne directrice, il y a des étapes, il y a des sauts technologiques qui aident. Okay. Donc c'est pas aussi stable que ce que je voulais à l'époque, mais j'ai mûri depuis. Mais c'est pas complètement brownien. Enfin voilà, c'est quelque part on est un peu ça avance, mais avec une direction et un cap assez fixe. Et donc ces grands projets transverses, ouais. Il faut avoir les bonnes idées, parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais elles sont pas toutes bonnes. Voilà. Il faut définir les bonnes solutions, et puis surtout dans un groupe aussi grand que le nôtre, il faut convaincre énormément de gens. J'allais te dire, quand tu parles de changement, mais même un mini changement dans la boîte de dialogue va impliquer, je parle même en interne, va impliquer 183 000 personnes, ouais. Dont des gens. Vous êtes dans combien de pays, rappelle-moi? Je sais pas, entre 60 et 80. Ouais, bon, 80. Beaucoup de langues, beaucoup de cultures. Ouais, en fait, j'allais te dire, on les voit les variables. Il faut aussi s'adapter d'un point de vue culturel. Il faut s'adapter aussi je suis sûr qu'il y a des gens qui ont le même métier dans des pays et qui fonctionnent peut-être de manière différente. Donc, quand il y a un changement, il faut s'adapter à ça. Moi, je prends un step de recul. Connais-tu Gad Elmaleh? Oui.
Et ben, il fait un sketch. Bon, je l'ai reçu il y a pas longtemps, mais il fait surtout un sketch. Il raconte un truc où il a son enfant qui a 10 ans et qui lui dit qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fait des problèmes. Ma vie, c'est de résoudre des problèmes. Et il en rigole. Mais est-ce que c'est pas ta vie aujourd'hui? Ah, oui. Et j'allais dire, est-ce que t'es quelqu'un de stressé ou à l'inverse, t'arrives et en fait, je vais pas dire qu'il y a rien qui peut t'atteindre, mais au contraire, tu mets une distance parce que tu sais que c'est des problèmes colossaux qui impactent énormément de personnes et en même temps, je vais extrapoler, mais on sauve pas des vies non plus, quoi. Donc, tu vois, il est où le juste milieu et comment toi tu le vis dans ton quotidien et ta vie perso Alors moi, quand mes enfants me demandaient ce que j'avais fait, souvent je répondais que j'avais été beaucoup en réunion. Voilà. Donc, cache ta joie. et non, mais du coup, ça leur a pas donné énormément envie d'épouser une carrière comme ça. Voilà. Donc, parce que bon, faire des réunions, ils trouvaient pas ça très passionnant, mais ils disaient, mais vous faites quoi dans vos réunions? On parle, on essaye de résoudre des problèmes, mais voilà, ils n'arrivaient pas à vraiment conceptualiser. Bon, mais ceci étant, je pense que le sketch de Gad Elmaleh est bien meilleur. On n'ira pas essayer Voilà. de faire mieux, clairement. Après, pas. je pense que, moi, dans ma carrière, j'ai eu plusieurs passages sur ce réseau commercial, 150 personnes, un peu de choses près. Une filiale en Italie, 2000 personnes. Donc, Une division du groupe, 20 000 personnes, etc. Et je m'aperçois que le positionnement qu'on peut avoir, la distance aux choses, elle est fondamentalement différente. Et ça va paraître banal ce que je vais dire, mais quand vous avez 100 personnes ou 150 personnes, on vit le stress avec eux et c'est presque physique. On les touche, quoi. Il y a de la proximité. Les gens, on les touche, on leur secoue l'épaule, on leur donne une tape dans le dos, et ils apprécient ça. Alors, de temps en temps, il faut quand même prendre un peu de recul sur comment on veut évoluer dans le temps. On peut pas être juste dans le quotidien aussi tactile, mais ça joue. Quand on est dans une boîte de 2000 personnes, on garde une proximité. Enfin, moi, je trouvais qu'il était possible de garder une proximité très forte avec non plus la vie au quotidien, mais avec les projets. Voilà, okay. Ce qu'on veut, avec le changement. 2000 personnes, tu sais tout ce qui se passe quand même quand on dans les gros projets. Ouais, et puis on a cette réactivité qui fait que parfois on a une idée le matin et on s'aperçoit qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille dessus l'après-midi. Okay. Et que le lendemain, on aura des premiers résultats peut-être. C'est cool ça. Quand on arrive... Très start-up ça. Oui, mais... Et j'ai adoré ça. À Florence en plus. Bon. Ça va y être dire. Non, puis à Florence avec des collègues italiens. Et j'ai puisqu'on parle de culture, de façon de travailler, etc. On a compris, tu as adoré les pizzas et le fromage. J'ai adoré les Italiens. parce que je trouve qu'ils ont une agilité... et ils sont... Attends, tu y étais quand? Et ils sont disciplinés. Tu y étais quand? C'était quand l'Italie? 2009-2013. Ok. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais 2006, qui au final c'était pas très loin. Je me suis dit après la Coupe du Monde, je sais pas si t'es fou, t'es zizou, mais non, alors moi je serais pas allé en Italie à ta place. Alors quand j'étais en Italie, c'était la Coupe du Monde 2010. Ouais, on y était. Ouais, c'est bon. C'est le bus, c'est la. Oui, c'est bon. Mais j'ai été sauvé parce que l'Italie aussi a été éliminée au premier tour. Donc il n'y a pas de quelque part, il y a pas. On a regardé les autres jouer après tous. Hein. On a pleuré ensemble pour une fois. Voilà, 20 000 personnes, là, ça devient plus compliqué. On s'aperçoit que quand on a une idée, même quand on est convaincu qu'elle est bonne, elle n'est pas forcément achetée. Okay. Donc là, il y a beaucoup plus de travail en amont des décisions et beaucoup plus de temps pour faire passer une idée qu'on a à Paris dans la réalité. C'est pas frustrant ça Ça peut créer de la ça frustration. Ça peut créer un peu de frustration. Ça n'allait pas assez vite. Ça peut créer un peu de frustration. Je ne le cache pas. Bon, ceci étant, ça a été une période où c'était la période du Covid. Où là, j'ai retrouvé les rênes courtes au Covid.
Ok. parce que c'était. Parce qu'il fallait, quoi. Il y avait pas Bah, le choix. faut se rappeler à l'époque, on savait pas. Enfin, est-ce qu'on allait tous mourir? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on allait tous être malades? Nous, nos clients. Enfin, c'était quand même vachement, enfin, très, 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 très incertain. Mais pour le reste, oui, il peut y avoir de la frustration. Ceci étant, voilà, on s'en fait une raison. Et ce qui est important, en l'occurrence, c'est d'avoir la bonne équipe. Ouais. Parce que démultiplier, ça se fait avec la bonne équipe. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la discussion, un temps pour la décision, un temps pour l'action. Et il faut que, quand c'est le temps pour l'action, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le CEO, voilà, on s'appuie sur des équipes dont on sait que voilà, elles vont exécuter. Elles vont faire parce qu'on a bien discuté, qu'à la fin on était tous bien d'accord. Enfin, on va parler de ces équipes. Juste voilà. avant, je voulais te poser une mini-question, mais tous les combien tu échanges avec ton CEO Alors, voilà. dans une boîte de 183 000 personnes? Alors, on va dire que en réunion, on se voit presque tous les jours. Ok. Quand il est en déplacement, mais sinon on va dire c'est quotidien. En échange plus privilégié, one-to-one, c'est entre toutes les semaines et tous les mois. Ça dépend de l'actualité. Il est hyper réactif. Oui, bah, j'imagine qu'en tant que CEO... Ah non, mais c'est incroyable. Et toi... on lui écrit quelque chose, tu peux le challenger, ton CEO? Je vais plutôt le prendre le sujet. Est-ce que quand j'étais CEO dans mes expériences précédentes, j'acceptais. On va pas te mettre dans une mauvaise position, Laurent. J'ai compris. J'acceptais d'être challengé. Si je réponds moi, je vais dire que oui. Si tu posais la question à mes collaborateurs, peut-être qu'ils répondraient pas aussi franchement. Ok. Voilà, je pense que pour être un bon CEO, faut avoir de l'ego ou pas? De l'ego? Ouais, de l'ego, de la fierté. Alors, je ne pense pas. Okay. Pour moi, j'ai eu des patrons très différents et j'ai été un patron différent de ce que j'ai été, mais je pense qu'il y a trois dimensions que j'ai toujours admirées chez certains CEO. Le premier, c'est le côté visionnaire. Capable d'embarquer du monde. Capacité à se projeter à 5 ans et à imaginer des choses vraiment différentes du vécu d'aujourd'hui. Et la capacité à partager cette vision. Parce qu'une vision qu'on a pour soi et qu'on ne partage pas, c'est moins utile. Voilà. La deuxième chose qui est assez difficile à marier avec la première, parce que c'est pas les mêmes ressorts intellectuels, c'est la rigueur d'exécution. Ok. C'est qu'on a un plan, travail, étape 1, discipline. étape 2, étape 3, voilà, 3 mois, 6 mois, 9 mois. On est capable de faire en sorte que les travaux soient rythmés et soient dans l'ordre. Et puis le troisième, c'est l'épaisseur humaine. C'est impossible d'être bon CEO si on n'a pas cette fibre humaine, selon toi? Même si on est sur une boîte de 20 personnes. Hein. Je pense que cette fibre humaine, elle est... c'est ce qui rend le truc pérenne, quoi. C'est vraiment la dimension en plus. Alors, après, tout le monde n'a pas les trois. Parce qu'elles sont... C'est vraiment même des traits de personnalité. Des traits de personnalité différents, des ressorts intellectuels différents. D'ailleurs, la troisième est assez peu intellectuelle, en fait. C'est plus... on est plus dans la sphère émotionnelle, de l'émotionnel, la la compréhension des non-dits, la sensibilité, etc. Donc il y a des bons CEO sans doute et des très bons qui ont 2,5. Mais moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient les 3. Et franchement, quand on bossait pour eux, on se sacrifierait pour eux. C'est incroyable parce que cette dernière sphère là dont tu parles, un peu plus humaine, un peu plus en fait non palpable et non théorisable, j'ai l'impression aussi. Je repose ma question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose plus jeune, je parle pour toi mais pour moi aussi, pour nous permettre de développer ça? On n'a pas appris ça à l'école, non. À part dans 2-3 petits projets de groupe qu'on a fait pour avoir une bonne note. Comment tu... Là je réfléchis avec toi, c'est la réflexion. Hein. Allez, donne-moi l'éducation nationale nous écoute. Je sais plus qui est notre nouveau ministre de l'éducation là. Nouvelle, oui, c'est une femme, il me semble. Pour le moment. Écoute, je pense que c'est les jokes en aparté. Je pense que
de manière générale, l'éducation nationale pourrait préparer mieux à la vie professionnelle. Enfin, on est quand même assez... je passe sur les niveaux de qualité, d'apprentissage des savoirs élémentaires, dont on dit régulièrement que c'est en baisse, et c'est dramatique. Mais pour le reste, voilà, faire comprendre mieux ce que c'est la vie dans une entreprise, parce que quand même, les gens qui ont fait des études, bac plus 5, ils arrivent, ils ont fait un stage, 2 stages peut-être, et au quotidien, ils ont du mal à appréhender c'est quoi les rapports entre les collègues, ils savent pas, on leur a quoi pas dit, c'est quoi le dans des entreprises grandes, le fait que entre avoir une idée et faire en sorte que les autres soient convaincus et que le projet avance, il y a tout un pas. Enfin, Bien sûr. Voilà. Et donc cette compréhension des rôles, cette compréhension du boulot au quotidien, cette compréhension du fait que quand on est dans une entreprise, on sert des clients. Voilà, on sert des clients, mais on a aussi des actionnaires, et puis on a aussi des collègues, et que on peut pas avancer sereinement si on oublie. On doit aligner tous les intérêts à l'instant. Si on oublie l'un de ces stakeholders, voilà. Donc on a toujours avoir les 3 en tête et se convaincre que ce qu'on fait va dans l'intérêt des 3. Alors parfois plus l'un plus l'autre en fonction du projet, mais tout ça on l'apprend pas. Enfin voilà. Donc, le talent intellectuel, je pense à toi, je te le dis clairement, je pense que tu as aussi une grosse force de travail pour faire partie de l'X. Alors je ne sais pas quelle promo ni combien tu es sorti, mais quand bien même, on parle de la meilleure école d'ingé de France. Le travail est plus fort que le talent ou le talent est plus fort que le travail? À long terme, hein. Je te parle pas de juste à 18 ans, après la prépa, pouvoir accéder à la meilleure école. Bon, je vais quand même commencer par là, parce que c'est facile. Moi, je suis assez convaincu que il doit y avoir une fée au-dessus de mon berceau, et que... T'as eu de la chance, tu crois? J'étais fort en maths, et que je suis resté fort en maths. T'as pas plus bossé que les autres? Non. Ok, donc là, t'avais des facilités là-dessus. J'avais des facilités, et donc, mais je le dis, c'est une manière de... ça pourrait apparaître très immodeste, mais au contraire, moi, je dirais, voilà, je les avais, je pouvais pas les effacer, elles étaient là, et j'y suis pour rien. Voilà. Ça fait pas de toi un mec plus intelligent que d'autres personnes? Non. C'est une forme d'intelligence. Ça fait de moi un mec qui était plus fort en maths, hein. Mais pas plus méritant, pas plus... Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la vie. Ouais. Après, je l'ai dit... pour moi, le travail, c'est une valeur cardinale. Enfin, au même titre que l'honnêteté, c'est des choses qui sur lesquelles je pense qu'il ne peut pas y avoir de compromis. Donc, voilà, on travaille. Ça ne veut pas dire qu'on se surmène, hein, parce que sinon, après, on devient fébrile. Mais le travail, c'est une valeur cardinale. La réalité de l'intelligence, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce que tu as dans ta tête et comment tu le pratiques et tu l'extériorises. L'intelligence, elle est dans la relation interpersonnelle, elle est dans la capacité à comprendre les détails, mais aussi à saisir la globalité des sujets. Elle est vraiment, c'est multiface. Enfin, oui, il y a beaucoup de facettes. Et voilà, je pense que tout le monde a ses points de progrès. Moi, je sais que même si je fais beaucoup d'efforts dans la relation interpersonnelle, j'ai toujours à progresser. Ok. Et tu dirais que c'est quoi en fait, si je reformule, jusqu'à avoir l'X et potentiellement même ton poste au ministère, enfin à Bercy, tu dirais que c'est les maths qui t'ont aidé et peut-être la discipline, mais tu dirais que la suite de ta carrière, concrètement, pour avoir une carrière à succès que tu as eu aujourd'hui, et que je te souhaite continuer. Moi, je fais plus de maths. C'est du travail. Non, mais c'est ça la question. C'est quoi? Je fais plus de maths. C'est quoi la différence qui fait qu'un Laurent David, il y a, je sais pas, 30 ans et ses camarades de promo, il y en a un qui est réussi incroyablement. Il y a plein d'autres qui ont très bien réussi. Et alors, ceux qui l'ont moins bien réussi, c'est d'ailleurs incroyable parce qu'on se voit régulièrement. Ah ouais? T'as gagné bon contact? On fait des pots une fois tous les 3 ou 6 mois. Et c'est incroyable de voir la diversité des parcours. Il y en a où tu te dis, je les aurais pas mis dans ça? Ouais.
Ok. Il y a des gens qui font de la recherche et quand ils étaient à l'X, tu te dirais, ça c'est faire du business. Hein. Ah ouais, ok. C'est des... Avec ce dédain. Non, 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 ce non, truc non, de non, non, parce que business, de... non, Non. non, 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 ni dans un sens ni dans l'autre. Ok. Mais tu les mettais plus dans une case, Voilà, quoi. et Ok. puis on fait autre chose et ils sont très heureux. Enfin, voilà, tout le monde est très heureux. Je pense que bon, les gens qui sont malheureux, peut-être qu'ils viennent pas au pot, je sais pas, mais voilà, une grande diversité des entrepreneurs, on va dire des serviteurs de grands groupes, des start-upers, des gens qui ont vendu leur boîte une fois, deux fois, des chercheurs, des enseignants. Enfin, Ok. c'est vraiment incroyable. Après, c'est vrai que c'est un peu une banalité, mais pendant tout un temps, on est sélectionné sur des matières fondamentales comme les maths. Voilà. Un concours de grande école, c'est 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique à l'écrit, la même chose à l'oral. On additionne les notes avec des coefficients, puis on voit qui est devant. Enfin, voilà. Ok, très binaire, quoi. Bon, pendant l'école, il se passe pas grand-chose, on fait du sport. J'avais dit l'armée, un peu, ouais. Voilà. Et puis, non, c'est après qu'on commence à Tu déchantes se faire tester ou à se faire évaluer sur des traits de personnalité qui sont pas ceux sur lesquels on a été sélectionné depuis le départ. Tu déchantes là-dessus? Quand je dis tu déchantes, je m'explique, t'as l'impression qu'avoir l'X, ça va être... Ça y est, tu peux pas faire mieux pour la suite de ta carrière, tout va se passer comme sur des roulettes, ou au contraire, tu dis, ah ok, faut que je prouve encore et d'autres manières... Moi, j'ai jamais fait de plan. Jamais fait de plan. Tu me l'avais dit, ça. Je suis rentré à l'X, 2 ans avant, je savais pas ce que c'était. Je suis rentré chez BNP Paribas, j'avais une idée, je voulais faire du commerce un jour. Non, je savais ce que... Oui. Voilà. Mais j'ai jamais vraiment fait de... jamais vraiment fait de plan, donc du coup, je suis très... sur les notions de parcours, etc. Je suis assez... tu sais que tu vis l'instant présent, je suis tu t'interroges. Et en fait, il y a 2 choses qui m'intéressent au quotidien. La première, c'est de réussir à être moi-même. C'est vraiment de parler de masque tout à l'heure. J'aime pas beaucoup porter le masque. Voilà. J'aime bien être moi-même. Donc, après, on a tous des masques dans des situations. Parfois ça tombe bien, parfois ça tombe moins bien, mais j'ai l'impression que si un jour on me disait que je peux pas être moi-même, j'aurais quand même du mal à... J'aurais du mal à me motiver. Et la deuxième, c'est d'apprendre. Ok. J'ai peut-être quelque chose qui vient des études quand même, parce que dans ces études-là, on apprend à apprendre. En même temps qu'on apprend des choses, on apprend à apprendre des nouvelles choses. On apprend à emmagasiner, ouais. Et moi, j'ai toujours appris, quand je me projette un petit peu en arrière, je me dis, la façon dont j'ai fait ce boulot, si j'avais su ce que je sais maintenant et ce que j'ai appris depuis, je l'aurais fait différemment, je l'aurais fait mieux. Ok. Mieux, sans doute, différemment, certainement. Bon, mais je l'ai fait comme j'étais à l'époque et ça s'est pas si mal passé. Mais voilà, cet apprentissage continue. J'imagine que chaque expérience... Oui. En fait, t'as dit une chose avant, t'as dit, je sais plus comment dire, t'as dit, mais être fidèle à moi-même. Et avant ça, la question que je me pose, c'est se connaître. Et à quel moment, là, je pose vraiment la question. J'ai eu 18 ans, je les ai plus, mais à quel moment, à 18 ans, on est censé se connaître et savoir que ce qu'on veut, enfin, que cette école va nous permettre d'avoir ce job parce que c'est ce job. Tu vois, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu dis, toi, à tes enfants? Qu'est-ce que tu essayes de... Je leur dis qu'il faut garder des portes ouvertes. Moi, je pense que c'est très compliqué de savoir quand on a 18 ou 20 ans exactement ce qu'on veut faire. Donc, il faut garder des portes ouvertes. Et puis c'est des pourquoi pas en fait comme réponse, c'est pas des non ou des oui, c'est à chaque fois de se dire bon, on verra. Et puis pas s'enfermer dans un corridor trop étroit, se donner la possibilité. 40 ans, c'est long, hein. Ouais, c'est long. C'est ce que je leur dis aussi. Et ce qu'on veut à 20 ans, c'est pas ce qu'on veut à 30, voilà. 40, 50, quoi. Et puis qui a envie de faire 40 ans la même chose? Ouais. Je veux avancer sur les challenges que tu as au quotidien.
On va continuer sur l'humain, parce que c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Parce qu'on a beau parler de finance, d'entrepreneuriat, de tout ce qu'on veut, je pense que le succès d'une boîte vient de l'humain. Est-ce que c'est normal de gérer 183 000 personnes? Bon, même si t'es pas tout seul. Non, encore une fois, c'est le rôle du CEO, ça. Non, mais c'est la belle question, c'est pour ça. Mais... Moi, je vais en support du CEO. Plus ça grossit, plus tu prends du plaisir? Non, ok. Tu prenais plus de plaisir à 2000 ou à 183 000, même si les jobs sont différents? Les jobs sont différents, donc les plaisirs sont différents. Ok. Sur un plan émotionnel, c'est plus facile. C'est plus facile d'avoir cette forme on va dire de jouissance. Ok. Quand on est 2000 et que la proximité dont on parlait. Voilà. Ok. Sur un plan, sur le plan de la capacité à faire bouger, à faire bouger les choses, à avoir une influence un peu systémique sur nos clients, sur le monde, etc. Savoir cette satisfaction-là, c'est plus facile quand on est à la tête d'une grosse organisation. Okay. On a plus de puissance embarquée. Oui, voilà, c'est ma réponse. Donc, comment on embarque bon, je vais arrêter de dire 183 000 personnes, j'ai bien compris que tu les as pas en direct tous les jours, mais comment on embarque un groupe de personnes vers une vision? Tout à l'heure, tu l'as dit... T'as dit... Non, je sais plus si t'as dit j'aurais pu crever pour lui, mais je sais plus... Si, c'est ça que t'as dit. Je trouve ça fort, et je trouve qu'il faut pas non plus... Enfin, le travail... J'ai dû dire me sacrifier. Oui, ouais, c'est moi qui dis. Excuse-moi. On le mettra bien, entre guillemets, de ma bouche, pas de la tienne. Non, ouais, la question que je me pose, c'est... est-ce qu'il n'y a pas une limite à l'engagement des personnes dans une entreprise? Est-ce que c'est pas bien de mettre des limites aussi? C'est quoi la forme d'engagement que tu attends de tes collaborateurs? Est-ce que tu penses sincèrement qu'ils peuvent tous l'avoir au même niveau? Je pense que les choses changent avec le temps, en l'occurrence. Je pense qu'il y a eu toute une période où j'essayais d'avoir une forme de niveau d'exigence très élevé, à peu près aussi élevé vis-à-vis de mes collaborateurs que celui que j'avais vis-à-vis de moi-même. Et ça, comment dire, parfois ça peut être un peu trop. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas capable d'endurer ton exigence, en fait, aussi. Oui, les gens ont d'autres qualités, puis parfois, à un certain niveau, on a du mal à voir la taille des difficultés. Donc, parce que quand on est plus haut, on les voit plus petites, donc on a l'impression que... Bien sûr. Hein, et puis quand on est plus près, on les voit plus grosses. Donc, voilà. Et donc ça, c'est pas bien, parce que parce qu'il y a un moment où ça craque, entre guillemets, où ça se craquelle, quoi, bien sûr. Quelque part. Donc là-dessus, il faut, voilà, avec le recul, je me dis qu'il faut être plus relax, mais il faut le remplacer ça par autre chose, par une autre forme d'exigence, une autre forme de recherche d'engagement. Et en l'occurrence, je trouve que il y a une chose qu'on doit toujours demander aux collaborateurs, c'est l'honnêteté. Alors, pas l'honnêteté au sens de celui qui piquerait dans la caisse, ou ça. Bon, on espère qu'on l'est honnête. J'ai jamais eu à me heurter à une difficulté sur ce plan-là, mais l'honnêteté, ça commence par dire, j'accorde toujours beaucoup d'importance à ça, que quand on sait pas, on sait pas. Ok, c'est dur, hein. C'est dur de dire. C'est dur, il faut beaucoup d'humilité. Dire devant tout le monde. Non, et puis tu sais, quand t'es recruté, t'as l'impression qu'on te recrute pour ton expertise et non pas ta capacité de t'améliorer. Donc souvent, t'as honte au début de dire je sais pas. Mais pourtant, pour moi, c'est une forme d'honnêteté. Pour toi, c'est un truc positif si on me dit ça en entretien, une question. Celui qui sait rien. Non, pas rien. Au bout d'un moment, mais celui qui sait beaucoup de choses, mais qui, quand il sait pas, il dit ça, je ne sais pas. Oui, ça a de la valeur. Ok. Ça a de la valeur parce que c'est ça qui c'est ça qui pousse à faire progresser l'entreprise. Parce que quand celui dont on pensait qu'en fait il sait pas, c'est qu'il y a un sujet. Et il faut travailler dessus.
Ok, donc il y a une perspective d'apprentissage, d'amélioration. d'amélioration, etc. Et puis après, le monde est ce qu'il est, les masques sont ce qu'ils sont. Bah, tu Souvent, vois. quand il y en a un qui sait pas, Hmm. on voit tous les autres qui soupirent de soulagement. Il a pris Ou, pour nous. ou Yes. beaucoup d'autres. Voilà. Donc moi, je trouve que cette forme voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment demander aux gens. C'est une forme de commitment et d'engagement qu'il faut savoir exiger, cette honnêteté. Et justement, cette honnêteté, j'en parlais avec d'autres personnes. Quand tu arrives en entretien, je parle de moi, admettons. Tu aurais pu m'avoir en entretien. Bon, ouais, je pense pas que tu me ferais passer un entretien. J'aurais été sûrement trop jeune dans la hiérarchie. Passons. Non, la question que je vais poser, c'est moi, si je viens te voir et que je veux un CDI, tu sais que j'ai un biais personnel qui est le CDI veut dire un revenu stable, veut dire la capacité d'acheter un appart, blablabla, plein d'autres choses. Comment tu peux croire que ce que la personne te dit à l'instant T en entretien, il n'y a pas un masque? Ou alors est-ce que tu conjugues avec ce masque et tu arrives à voir les biais? En posant des questions, parfois un peu qui peuvent paraître titillent un peu. un peu en biais, et en voyant la personne réagir, on voit quand même un certain nombre C'est de la choses. manipulation un peu ou pas? Non, c'est pas négatif pour moi, encore une fois. C'est une forme d'auscultation, mais on voit quand même beaucoup de choses si on observe. Tu t'es planté sur des recrutements, toi, ou pas? C'était déjà arrivé? Oui. C'est quoi les choses que t'as pas pu voir et qu'aujourd'hui ça a développé, ça a affiné ton écoute, ton œil? Je pense que oui, ça m'est arrivé. Enfin, mais en même temps que je dis ça parce que je me dis que si je disais non, ce serait très. Tu vas recevoir des emails. Ce serait très prétentieux, donc faut que je dise oui. Mais en même temps, j'essaye de me rappeler, des cas de figure. Et dis-toi, même toi, quelqu'un où tu te dis, je pense à un super ou une superbe candidate, et c'est d'autres personnes qui t'ont dit après le recrutement, en fait, non, il y a des choses que toi, Laurent, tu n'avais pas vues, et voilà ce que nous on voit aujourd'hui. Oui, ça peut arriver, ouais. Comment tu fais? Est-ce que tu vas pas, tu les filmes pas les entretiens, tu vas pas pouvoir te revoir il y a 3, 6 mois ou 6 ans et te dire j'ai eu c'est hyper dur, non? Il n'y a pas de vraie réponse là-dessus. Hein. Non. Ok, c'est un apprentissage continu selon toi? C'est un apprentissage continu et puis comment dire, tout le monde peut évoluer quand même. Comment t'évolues là-dessus? Non, mais même voilà, une personne qui à un moment oui, bien sûr, peut dire quelque chose et des changer d'avis. caractéristiques qui collent pas exactement avec ce qu'on voulait, ce qu'on pensait. Voilà, tout le monde peut évoluer. C'est ça qui est formidable. Parce que je parlais d'apprentissage permanent. L'apprentissage permanent, il est sur les sujets, il est sur les méthodes, il est aussi sur les comportements. Voilà. Donc, même si plus on se rapproche du comportement, plus c'est compliqué évidemment, de bien tout analyser et tout gérer. De changer, voilà. Mais deuxième caractéristique de l'honnêteté, c'est quand on sait savoir dire quand on s'est trompé. C'est ce que tu me disais, ouais. Ouais, ça, ok. Juste savoir, les entretiens, alors je sais que de plus en plus, il y en a qui sont à 2, parfois 3. Je pense que c'est important aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes regards. Ouais. Je sais pas comment dire. Est-ce que concrètement, et là je parle d'entretien, je parle de manager, je parle de que d'humain. Est-ce que vous faites appel chez BNP Paribas à potentiellement des professionnels qui pourraient, donc même externes, qui pourraient vous aider à vous améliorer là-dessus? Est-ce que toi, tu as on a différentes formes de recrutement. Quand on va chercher des gens à haut niveau, on se fait souvent accompagner par un cabinet spécialisé. Ok. Qui, en même temps que voilà, il décrit l'expérience des gens, il donne une première évaluation des caractéristiques personnelles. Et après, moi, tous les recrutements un peu sensibles que je fais, il y a au moins 3 personnes qui voient le candidat. Donc, attends, qui voient le candidat, ok. Ouais. Donc au final, même si tu es arrêté sur une personne... Il y a souvent au moins 3 candidats et 3 personnes qui voient les candidats. Donc d'autres avis. Et on confronte à la fin et on essaye de le faire de telle sorte que personne ne se sente guidé ou influencé par les avis des autres. J'essaie toujours de faire en sorte... C'est un peu comme si pour caricaturer, je demandais à chacun
de classer les 3 candidats sur une feuille de papier, de la plier, Je vois et de très la mettre pour pas au milieu, biaiser pour pas l'analyse. biaiser les autres. Voilà. Je vois très Et, bien ça. Et t'as des surprises parfois, je suis sûr. oui, mais il y a plus de convergence que de surprise. Ok. T'as l'heure, non? Est-ce que je peux te demander l'heure? Parce que je sais que je dois filer dans 17h31. Donc il nous reste 10 minutes, ça va? Hum Ok. J'ai une question à te poser. Tu m'as dit on ne peut pas parler de stress sans parler de plaisir. C'est quand la dernière fois que toi t'as pris du plaisir dans une forte dose de stress? Je pense que le plus gros stress dans ces dernières années et in fine la prise de plaisir associée, même si ça peut paraître incongru, c'est le Covid. C'est le Covid. Ok. C'est le Covid. Un stress énorme. T'avais peur pour la société, BNP Paribas, pour tes clients, pour tes enfants, pour tout en même temps? Pour tout en même temps, personnel. Quand on fait du crédit, crédit à la consommation, donc on prête de l'argent aux gens qui doivent rembourser, enfin jusque-là, facile à comprendre, hein, voilà. Et puis on se dit, d'un seul coup, paf, il y a le Covid, les gens ils vont penser à plein d'autres choses, rembourser leur crédit, ça va être déjà ça fait pas plaisir en temps normal, mais ça va être la dernière de leurs priorités, donc ils vont pas. Donc un taux de défaut important. Donc un taux de défaut important, des gens qui vont être difficiles à joindre, à condition d'ailleurs qu'on sache les joindre au téléphone, c'est-à-dire que nous-mêmes on soit en mesure de travailler. On se dit le truc, tout s'effondre. On rebat un peu toutes les cartes, ok. Tout s'effondre. Et donc pendant 3 jours. Alerte générale. Ouais, mais alerte générale, même pas alerte générale, genre, chamboulement, y compris au titre personnel. Personne s'est préparé à ça. Tellement de stress qu'on en perd un peu ses moyens. Voilà. Et puis, parce que les choses s'agencent toujours un petit peu. Voilà, au bout de 3 jours, être capable de dire ce qu'il faut qu'on fasse. D'avoir une perspective. De dire ce qu'il faut qu'on fasse. Le guide de survie, voilà, il y avait 10 actions, je crois, de mémoire. Hein. Donc les 10 choses qu'il faut qu'on fasse, pas 11, pas 12, juste 10, mais ces 10-là. Et de faire converger toute l'entreprise là-dessus, depuis l'Afrique du Sud jusqu'à l'Europe du Nord, depuis l'Asie jusqu'à l'Amérique. Donc là, il y a l'Amérique latine. Et voilà. Et à ce moment-là, le plaisir, c'est de sentir qu'en donnant ce guide de survie, c'est 10 choses à faire. On rend un service énorme et tous ceux qui étaient comme soi-même un peu perdus, d'un seul coup, on se retrouve complètement focalisé, complètement en ordre de marche, en mode exécution. Et on redonne, et on arrive à redonner une perspective à tout le monde. Et ouais, j'ai des souvenirs, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de télétravail. Il n'existait pas. Tout début du Covid, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui a chamboulé. Dans beaucoup de pays, il n'y avait pas de télétravail. Et donc là, on est passé en télétravail obligé. J'imagine que il y a beaucoup de data sensibles, donc il y a dû. Oui, donc il a fallu donc les informaticiens à l'époque, dans cette branche-là, comme dans l'ensemble du groupe, ont fait un job incroyable parce que voilà, on a permis d'un seul coup à 200 000 personnes de s'adapter. En 15 jours, 3 semaines, on leur a permis de. Voilà, mais moi, il y a des endroits, ils n'avaient même pas d'ordinateur portable. J'ai des images où ils venaient avec le masque au bureau, ils prenaient la tour et l'écran, toc toc, ils le chargeaient dans la voiture. Okay. Ils se filmaient chez eux, ils arrivaient à faire des montages, mais c'est des trucs. Franchement, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Il y avait un engagement extraordinaire, mais voilà, il avait fallu passer par. Bon, les amis, il y a des choses qu'on ne sait pas, donc on ne va pas en parler, mais il y a 10 choses qu'on sait, et ça, il faut qu'on le fasse, toc, toc, toc. Donc il faut que... C'est ça le rôle d'un vrai leader, c'est être capable, même dans la tempête, de voir une lueur et d'embarquer du monde. C'est l'un des rôles, on peut souhaiter à beaucoup de leaders de ne pas connaître des événements aussi tragiques que celui-ci. Et j'aimerais avoir un truc positif, tu vois, mais est-ce que le Covid, ça vous a pas prouvé que même à 183 000 employés, eh ben, vous pouvez vous faire des changements de manière radicale, facile, je sais pas, mais rapide en tout cas.
Ça a été une, oui, pour l'ensemble du groupe, une révélation du fait que pousser dans le dos, on savait vraiment faire des choses. Ouais, pied au mur, Pied au quand t'as pas mur, le mais les pas le choix. faire rapidement, les faire avec une autonomie donnée aux opérationnels pour agir, avec des KPI, avec des cadencements très serrés. Enfin, oui, c'était une. Dit autrement, si quelqu'un de visionnaire avait dit avant le Covid, j'ai une idée, j'ai une vision, le télétravail va devenir une réalité dans nos sociétés et donc il faut qu'on soit en mesure de proposer à nos collaborateurs de travailler chez eux de temps en temps. Ouais, quelques jours semaine. Quelques jours par semaine, etc. Donc il faut qu'on fasse un projet pour permettre qu'ils puissent travailler avec les bons outils de travail, les bonnes technologies, le bon niveau de sécurité. Je pense que c'est un projet qui aurait duré plusieurs années. Et là, paf, et là, en 15 jours, pied au mur, il a fallu le faire. Je veux parler des entrepreneurs, même si on parle beaucoup d'humains. Déjà, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aurais pu être entrepreneur? Quand c'était le moment de faire les grands choix, je t'ai posé la question. Je pensais que c'était pas pour moi. Parce que j'étais pas sûr de pouvoir avoir l'intégralité des qualités requises. Qui étaient, selon toi, les qualités? C'était quoi? Ça commence pas à avoir les bonnes idées. Non, mais parce que voilà, c'est vrai que ça aide. On se développe sur la base d'une. Enfin voilà, on a une idée, on a une vision. Mais j'avais pas vraiment cette vision. Et voilà, j'avais besoin de structure parce que j'aimais pas les choses qui bougent trop vite. J'avais besoin de structure, voilà. Donc t'aimes pas la feuille blanche? Mais maintenant, si. Mais avant, t'aimais pas ça? Avant, j'aimais pas ça. T'as besoin d'avoir un petit cadre et là, voilà, et maintenant, j'ai l'impression que par rapport à ça, je suis plus libéré. Donc, j'ai pas l'idée du siècle. Pour le mot. Mais si je l'avais, voilà, j'aurais pas la même appréhension que celle que j'avais à l'époque. Tu côtoies des entrepreneurs, même des intrapreneurs, des personnes qui travaillent de très près aussi pour BNP Paribas ou en interne? Oui. On a quand même globalement un niveau de collaboration avec des startups qui est assez élevé, notamment dans l'univers ce qu'on appelle les fintech. Donc voilà, tous à tout niveau, hein, on en voit régulièrement. Et puis après, en dehors de ma vie professionnelle, voilà. Les camarades de l'X, plein de gens différents. C'est quoi le truc qui t'impressionne chez eux? Chez certains, pas tous, hein, tous les entrepreneurs et entrepreneuses sont pas pareils, mais il y a un truc où tu te dis, tu vois, typiquement ça, c'est pas moi, je le sais, et je trouve ça super que lui ou elle l'incarne. C'est la vitesse. C'est la vitesse, ouais. C'est la vitesse. Tu dis un truc, c'est déjà en prod sans même. Oui, et puis c'est la vitesse de la croissance. Et voilà, chaque année, on fait le double de l'année précédente. Voilà, cette vitesse-là. Et je pense qu'il faut, c'est un vrai savoir-faire, de savoir la gérer sans se brûler. Donc, parce qu'en même temps qu'on va vite, il faut créer un peu la structure. Il faut, voilà, on gère pas une entreprise, je disais tout à l'heure, 2000 et 20 000, ça se gère pas pareil, mais ça commence, je pense, 20 et 200, ça se gère pas pareil non plus. C'est clair. Hein, voilà. Et non, moi j'admire beaucoup. Et t'aurais pris plus de plaisir de 0 à 20 employés ou de 20 à 200, toi, dans une start-up? Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, aujourd'hui, avec la feuille blanche. Ça, je pense de 20 à 200. J'ai quand même toujours ce. Ouais, ok, non, de scaling, toujours un peu ce. Ouais, truc de passer à l'étape supérieure. Côté structuré versus côté plus créatif. Voilà, peut-être que j'ai des idées, mais je suis peut-être pas le plus créatif des animaux qui m'entourent. C'est drôle, ça se travaille, et je pense qu'il y a des gens qui sont créatifs et qui n'ont pas toutes tes qualités, et c'est le moment de s'associer. Bon, bref, on termine ce podcast, j'ai une question. C'est drôle, j'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un, je voulais vraiment te la poser.
Est-ce que tu penses, ça est très large, hein, que le travail, surtout en France, donc on est français, francophone, on parlait des francophones, est-ce que tu penses que le travail doit être source de bonheur dans ta vie? Dit comme ça, allongé sur le divan, j'aurais tendance à dire que oui. Je pense que, enfin, quand on trouve par oui, je pense qu'on est obligé. Enfin, c'est très triste de pas trouver aucun motif de bonheur dans le travail, parce que c'est quand même une grosse partie de notre vie, même en dehors de la vie aux heures de bureau. Vous sortez dans un dîner, une soirée. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas, en général, dans les 2-3 premières questions, tu fais quoi dans la vie? T'as fait quelle école? Non. Ouais, ça c'est français quand même. Hein. Mais tu fais quoi? Ah ouais, raconte, c'est bien, etc. Si on n'a pas quelques motifs de bonheur, à la limite, c'est presque à ce moment-là que c'est le plus triste, parce qu'on n'est pas capable d'intéresser l'autre à ce qu'on fait 1500 heures par an, quoi. Voilà. Donc après, le motif de bonheur, il peut être différent. Il peut être les gens avec qui on travaille, les sujets sur lesquels on travaille, le niveau d'autonomie dont on dispose. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut du bonheur au moins sur une de ces dimensions. Et c'est ma dernière, promis. Mais en fait, tout à l'heure, t'en parlais, tu disais, ouais, ce truc que certains Français, par exemple, n'aiment pas leur boss, ou disent il est pas assez intelligent, ou des choses comme ça. Moi, la question est toute bête. Pour des gens ils disent, non, la plupart des Français pensent qu'ils sont plus intelligents que l'autre. Excuse-moi, c'est ça. Non, mais du coup, à l'inverse... Ouais, mais ils le pensent comme ça. Non, mais tu vas comprendre ma question. Est-ce que tu devrais choisir, toi, à refaire en sortant de l'X, bon, oublie le fait que tu dois travailler pour du public, je le sais, mais ou que tu dirais à tes enfants, on va dire en début de carrière, pour un stage, une alternance, peu importe, est-ce qu'ils devraient choisir le poste? Il y a pour moi 3 critères. Le gens pour qui tu vas travailler, donc potentiellement ton boss et aussi l'équipe. Il y a la mission de l'entreprise. Et après, est-ce que toi, tu vas y faire dedans? Oui. Où est-ce que tu mettrais le coefficient du plus important au moins important sur ces premiers choix qui vont, in fine, te permettre de découvrir ce qu'est le monde dans l'entreprise et potentiellement mettre des graines sur ta carrière, en fait? Et c'est promis ma dernière question. Comment je classerais Ouais, comment tu classerais? Vis-à-vis d'un jeune? Ouais, un jeune, vraiment. Je pense que le jeune, je lui dirais que ce qu'il va faire et les gens avec qui il va le faire, ça compte vraiment. La mission aussi, parce que le jeune, enfin, j'ai l'impression, enfin ceux que je côtoie, voilà, la mission prime. Enfin, donc certes, la mission c'est important, mais on peut faire des choses. Dis-moi. Non, ma fille a fait je vais pas dire chez qui, mais elle a fait un stage dans quelque chose où la mission est vraiment géniale. Okay. La mission est incroyable. Et donc c'est d'ailleurs comme ça qu'elle avait, voilà, bon. Et puis un jour, je la vois revenir là, et elle a pas l'air contente. Je dis mais pourquoi? Il y a un problème dans ton stage? Elle dit non. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à enregistrer des factures. Et je dis bah écoute, je suis très content parce que voilà, dans toutes les entreprises, il y a des gens qui enregistrent les factures. Et donc, ça veut dire que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a plein de jobs différents et ça compte au moins autant que l'objet social ou la mission de l'entreprise. J'adore. Tout à l'heure, on parlait de se dire même se mettre un tunnel c'est très rectiligne, je sais ce que je vais faire. Moi, je croyais que la vie, c'était ça. Je pensais sincèrement qu'à 18 ans, tu choisissais ton école et ça allait vraiment, tu vois... ouais, ça allait mettre les fondations de ta vie et derrière, tu restes que dans ça. Et vraiment, je te l'ai dit, ça fait 2-3 ans, j'ai vraiment l'impression de découvrir, de dire, ok, donc il y a tout ça comme possibilité. Donc voilà, on va terminer avec un message très positif. Bon, je vais essayer de pas être grossier, donc je vais dire bonne chance, mais tu peux imaginer ce que je dis habituellement. Bonne chance à toutes les personnes qui entreprennent, toutes les personnes qui doutent aussi au quotidien. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'humain et je suis très content parce que justement, je pense, dis-moi si tu partages ça, mais que c'est nos expériences et les gens qu'on rencontre qui font qui on est et ce à quoi on aspire. Bon, il a pas dit oui, mais il a hoché de la tête pour ceux qui ne nous voient pas. Oui, bien sûr que oui. Laurent, as-tu pris du plaisir? Absolument.
Eh ben, Merci écoute, pour cela. la journée n'est pas terminée, je te libère. Un grand merci en tout cas pour ton temps et pour la transparence. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes tes équipes de nous avoir accueillis ici à BNP Paribas. Et à très vite pour un nouvel épisode sur Dans la tête d'un CEO. Ciao, ciao. Merci Yacine. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.